Trois habitants d'Aigreville-les-Monts. Château de la solitude. Salle d'attente. Enfant perdu dans un poisson. La fabrique de jupes. Fer Trouville-là-haut. Couple aux désirs impénétrables. Maison abandonnée. Reste d'un grand couturier. La butte aux tuiles. Couple aigri. L'homme au sexe de pierre. La sonde du lion. La traversée de la mer de Chine. Trois habitants d'Aigreville-les-Bains. Dans les campagnes, château de la solitude. Enfant perdu dans un bois sombre. Trois filles de Maulevrier. Maison abandonnée. Reste d'un grand couturier. La traversée de la mer de Chine. L'homme au sexe de pierre. Nuit sans lune. Le cheval fourbu. Couple d'Auzouville-Lesneval. La maison de l'ogre. Reste d'un buveur de bon vin. La sente du mulet. Je suis né le 10 août 1946 dans l'ancienne Sénéoise. Avant 1969, rien ou presque. 1969, c'est l'année du grand départ. Toujours la Seine, mais près de la mer, entre le pont de Tancarville et Quillebeuf, la Trouville-la-Haule. Quelques ramassages de bois flottés, des objets prennent forme. Rencontre avec Chanclérou et sa décharge, et surtout ses incroyables ballots de chiffon. À partir de ce moment, je bourre. Chaque fois que j'ai du temps, et à la campagne, ça ne manque pas. Les gens qui m'entourent m'inspirent fortement. Nez rouge, grosses cuisses blanches, bras qui tombent, et ce vent qui s'engouffre dessous les blouses, les jupes et les robes. Pantalons qui s'affaissent accrochés aux barbelés et des chants détrempés. Morissette, c'est ce regard trouble de l'adolescence en campagne. Mal coiffé, mal maquillé, mal soigné, mal nourri, mal habillé, mal aimé. Mauvaise conduite, mauvaise note. Je t'aime, Morissette. Je te ficelle et t'attache dans mes boîtes et mes placards à tout jamais. Je m'appelle Hervé Delamarre et à la fin des années 80, j'ai étudié à l'école d'art du Havre. J'ai eu la chance d'y rencontrer Francis Marchal, qui faisait partie de l'équipe d'enseignants de 1977 à 2013. La pédagogie de Francis était atypique, du fait qu'il mettait plus que souvent en avant l'art brut, dit aussi art hors les normes ou art singulier. C'était comme un paradoxe du fait que ce type d'art est la plupart du temps réalisé par des autodidactes, loin de tout enseignement. À l'époque, l'art brut est presque totalement inconnu, quand il n'est pas purement et simplement boycotté des espaces et des réseaux de l'art. C'est moins vrai aujourd'hui, mais pas beaucoup moins. De ce fait, la posture qu'adoptait Francis était singulière, parfois incomprise, mais pour moi, tout à fait salutaire. C'était une sorte de contrepoint nécessaire vis-à-vis des nouvelles tendances incontournables de l'art, comme par exemple l'art conceptuel ou l'art minimaliste, qui depuis les années 70 n'étaient plus tout à fait des tendances, mais des normes présentées comme importantes, très importantes, et de ce fait plutôt contagieuses. Un point clé, ce sont les ready-made de Marcel Duchamp. À Paris, en 1977, le Centre Pompidou ouvre avec au cœur de ses expos ces machins-là. Depuis, bien des pistes conceptuelles ont été explorées, jusqu'à atteindre des sommets en démontrant intellectuellement que l'on peut rien montrer. Si, le Centre Pompidou présente en 2009, avec billets d'entrée, catalogue d'expos et conférences, toutes sérieuses sur le sujet, l'exposition Vide, une rétrospective. Des artistes exposent avec pour résultat 9 salles où il n'y a véritablement rien à voir. Les ready-made ont donc partout fait école et cautionné toutes sortes de variantes. Et les livres
Les experts, les institutions de l'art contemporain répètent en boucle que Marcel Duchamp est le père de l'art contemporain. Francis trouve que c'est très surfait, et nous sommes assez nombreux à le penser. Mais ça, c'est une autre histoire de fou, trop longue à détricoter ici. Surtout que cela nous emmènerait jusqu'à explorer les coulisses culturelles au commencement de la guerre froide. C'est dire. Toujours est-il que depuis mes 5 années d'études à l'École d'Art du Havre, je me suis souvent demandé comment Francis Marchal est venu à la création. Et surtout, pourquoi a-t-il pris ce vent de l'art brut? Et plus encore, comment un artiste habité par l'art brut atterrit dans une école d'art? J'avais aussi entendu parler qu'il écrivait des lettres de réclamation. C'était quoi au juste? Et puis je tombe sur ce tract dans une librairie. Il réveille toutes ces questions et me donne envie de savoir. Sur le flyer, j'y reconnais un objet de Francis avec ses titres incorporés. Un enfant vampire. Une sinistre rigolade entre humour et provocation. L'art brut a souvent le parfum du tragicomique. Le flyer présente ce nouveau musée situé en Normandie. Un musée d'art singulier à Sotteville-lès-Rouen. Des musées d'art brut, il y en a peu dans le monde. Ce doit être le 5e en France, avec plus de 900 œuvres. Mon enquête commence. Allô? Allô? Allô Francis? Ouais? C'est un de tes anciens élèves, Hervé Delamarre, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, je me souviens. Super. C'était quelqu'un qui était fasciné par les friches en particulier, comme moi. Donc, C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait se voir prochainement à ton atelier? J'aurais des questions à te poser pour un projet d'interview. Oui, c'est toujours possible, bien sûr. Est-ce que tu es toujours à la Frette-sur-Seine? J'habite toujours là-bas et j'ai l'atelier juste à côté, quoi, à 150 mètres d'où j'habite. Alors Francis, dis-nous quelques mots sur ton enfance, les souvenirs qui te reviennent comme des cartes postales. Est-ce que j'ai eu une enfance assez, comment dirais-je, assez bourgeoise, bourgeoise même un peu catholique. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Un père qui travaillait à la SNCF comme il était cheminot, voilà. Et puis petit à petit le temps passe. Moi j'étais pas très content d'être à l'école. Et ça c'était très tôt. Pratiquement dès le cours préparatoire, il y a quelque chose qui me plaisait pas. Donc je devenais un peu difficile comme enfant, plutôt difficile. Pas de plus en plus difficile, mais bon, 2 6e, une 5e, après abandon du lycée. Donc recherche d'autres choses, un autre endroit. J'étais fasciné par mon grand-père qui faisait des petites sculptures. C'était quelqu'un qui était fonctionnaire à la navigation de la Seine et qui faisait de la sculpture sur bois comme distraction. Il sculptait des meubles, soit des meubles existants qu'il resculptait, soit des meubles qu'il inventait. Pour le téléphone, pour mettre le pain dedans, pour un placard. Et bon, moi j'étais fasciné. Ça me plaisait bien, quoi. Donc c'est presque ça qui a semé des graines. Ah oui, j'en suis quasi persuadé. Quasi persuadé que c'est ça. Le grand-père y est pour beaucoup. Il n'y a pas une histoire avec l'école Boulle? Si, l'école Boulle, il y a une histoire, c'est qu'en fait, un oncle était professeur à l'école Boulle. D'accord, c'est ça, c'est un oncle. Voilà, il y a un oncle. Et donc moi, j'ai visité l'école, ça m'a quand même bien plu. Je suis rentré en 63, 17 ans. 17 ans. Voilà. Et puis, l'école Boulle, ça me plaisait qu'à moitié.
parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. De rigueur, ouais. Beaucoup Tu de contraintes, retrouvais l'école. et je retrouvais un côté un peu... Ça me s'était pas emballé. J'ai fini avec le CAP de sculpteur sur bois. D'accord. Ok. Oui, après j'ai arrêté. Ok. Après j'ai arrêté, j'ai cherché autre chose. Instituteur. Instituteur, j'ai un petit peu enseigné le dessin après dans les collèges d'enseignement technique de Fontaine-Mer. Et puis après ça devenait toujours un peu difficile quoi tout ça. D'accord. Mais depuis le CET 70, je commençais à fabriquer des trucs sérieux. 70, t'as 24 ans. 70, j'ai 24 ans. Je suis parti pour la campagne, où je suis depuis 1969. Là, j'ai commencé vraiment à travailler. J'avais trouvé l'espace, le calme, les matériaux et le temps. Tout au moins une partie de ce temps, car je suis professeur de dessin dans un CET de campagne et j'ai 300 élèves par semaine. Et comment est-ce que tu rencontres l'art brut? C'est une petite histoire. J'avais un ami qui s'appelait Jean-Claude Bellecour, qui était chanteur. Il était produit par Canetti à l'époque, et l'époque d'Higelin, etc. Et donc Jean-Claude Bellecour avait un appartement fascinant, dans lequel il y avait un café qu'il avait reconstitué, un univers. Et puis il y avait un catalogue, exposition d'art brut aux arts décoratifs. Le catalogue de l'expo 67. D'accord. Parce qu'à l'époque, aux Arts Déco, il y avait quelqu'un qui s'appelait François Matet, qui était directeur du musée des Arts Déco, et qui avait un esprit très ouvert. C'est comme ça qu'il y a eu une donation du buffet, c'est comme ça c'est impossible maintenant. Donc, mais à l'époque, c'était une grande ouverture. Donc je vois ce catalogue, avec des trucs faits avec 3 fois rien. Quand j'ai vu les pièces qu'il y avait, et ça me parlait énormément. Disons que d'un seul coup, même si j'avais une certaine admiration pour quelqu'un comme, mettons, Francis Bacon, tu vois, ça je trouvais ça mieux. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, il y avait des trucs faits avec des bouts de ficelle, des cajots, des feuilles pourries, enfin, des trucs complètement fascinants. Des gens absolument fantastiques. Ça m'a quand même beaucoup aidé à me sentir moins seul aussi. Jean Dubuffet, c'est en 1945 que vous vous êtes intéressé à cette expression que vous avez appelée l'art brut. Mais pourquoi cet intérêt? Bien, c'est peut-être animé par un esprit de contestation à l'égard de l'art culturel et de mise en question de l'art culturel, d'une foule de principes de l'art culturel qui sont généralement adoptés comme obligatoires, comme intangibles, et que je mettais, moi, que petit à petit, j'avais mis de plus en plus en question. Enfin, il y avait aussi une curiosité. L'art brut, c'est l'art de ceux qui ont échappé à cette inhibition culturelle, de ceux qui, envers et contre tout, ont continué et ont développé, avec cette fois une obstination d'adultes, ces trésors de création qui existent, je le répète, chez tout un chacun, mais à l'état étouffé. De sorte, j'imagine que les réactions de ceux qui viennent voir l'art brut sont de constater, d'admirer une faculté perdue, une occasion perdue. Ce que Dubuffet a découvert, au fond, a redécouvert, c'est que le génie humain n'est pas seulement fait de la raison, c'est pas Homo sapiens qui prime dans la créativité, c'est Homo demens. Comme je me sentais toujours un peu rebelle par rapport à ce qui m'entourait, là je voyais des gens qui étaient aussi des rebelles et qui faisaient des choses. Donc ça m'a passionné tout de suite. Et donc après, quasiment l'année d'après, je suis parti à la campagne. Très important ça. Trouville-la-Haule. Trouville-la-Haule. Très important parce que là-bas, beaucoup de matériaux. Parce
puisqu'on peut pas faire quelque chose avec rien. Que la Seine à Quillebeuf est en courbe, il y a plein de bois qui se déposent, donc ça c'était vraiment important. Et puis juste à côté de chez moi, un brocanteur, un type formidable qui s'appelait Jean Cléroux, un vrai de vrai. C'est-à-dire il avait aussi bien récupéré des bassines que des corbillards. Il avait 5 ou 6 corbillards. Plus des salles de classe entières, tout le mobilier. Fascinant. Là j'en pouvais plus. Et puis il vendait des ballots de linge. Et moi je me suis dit, quand j'ai vu ces balles, ces tissus comprimés, compressés, il y a un truc à faire. Donc j'ai ramené une balle chez moi avec ma remorque, j'ai coupé les ligatures et je me suis mis à commencer à bourrer, parce qu'en plus, au milieu de cette balle de chiffon, il y avait des collants avec des morceaux de tissu à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que je me suis dit que ça, c'est un matériau formidable. On était loin du bois, du chêne, matériau noble. Sont des bourrages parce que, effectivement, dans du tissu, je bourre du crin, de la laine, qui me donne une espèce de matière qui rappelle quand même un tout petit peu la peau, mais plus faisandée finalement. Les matériaux essentiels, ça, c'est-à-dire soit, ça c'est de la bourre de matelas, il y a de la laine et du crin, ou alors des chiffons. C'est-à-dire qu'à la place de bourrer avec de la laine et du crin, je bourre de chiffon, ce qui me donne bien entendu des couleurs différentes. J'ai une matière qui m'évoque suffisamment le corps humain, mais bien entendu transposée, plus fort. Là, je crois que c'est un objet un tout petit peu, peut-être un peu méchant, c'est un repos bien gagné. Ça peut être un militaire qui aurait vraiment tout perdu. J'aimerais bien que ce soit perçu comme des morceaux de vie de gens ici. L'idéal, en fait, ce serait que mes objets, on puisse les retrouver dans une section d'un musée d'art et tradition populaire en Normandie. Ça me semble avoir des rapports. Il y a effectivement un côté noir dans ce que je fais, un côté pessimiste, mais en même temps, c'est empreint d'une grosse rigolade. C'est une rigolade sinistre, mais c'est quand même une grosse rigolade. C'est-à-dire que c'est un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. C'est un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. C'est un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. Dans votre jeu, madame, je ne suis qu'un pion sur votre damier, je ne suis qu'un frisson. Aimer n'est pas jouer, vous avez raison, mais ne soufflez pas trop vite ma chanson. Je suis prisonnier. Francis Marchal a longtemps considéré ses constructions comme invendables, suivant ainsi les conseils chers à Jean Dubuffet, privilégier l'indéplaçable, le rebutant, le provocateur. C'est à Trouville-la-Haule qu'il a le plus combiné les trois. Pour Francis, ces sculptures sont des objets pour attirer la foudre, des assemblages naufragés ou des faits divers, sales et terreux. Il aime ce parti pris politiquement incorrect, anticommercial. Il y a même eu des nuées de mythes qui se sont invités au milieu de ces expos. Des objets presque invendables dans une société de surconsommation où tout le devient jusqu'à l'air que l'on respire. Ça fait toujours du bien. Les titres, les anecdotes, inscrits au marqueur sur une foule de planches en bois, prennent la main de nos imaginaires. Si cet univers caustique bouscule volontiers le spectateur, il l'émeut aussi. Il y a du concentré de tendresse dans ces rembourrages, une poésie singulière comme un paradoxe, du rire angoissé. L'ambiance est souvent émouvante et lugubre à la fois.
façon humour noir, scène de genre. Un regard cru sur la petite histoire, à la mémoire des anonymes de tout poil. Un regard sur les campagnes grises, reculées, les lieux-dits que Francis préfère aux villes arrogantes. Sur la condition difficile des gens simples qui ne rigolent pas tous les jours, mais rêvent. Rêvent parfois stupides, mais rêvent pour supporter la médiocrité, la monotonie d'un avenir phagocyté, d'un quotidien bouché, sans marge de liberté. Le Banilon est bourré aux limites du supportable, surviennent alors l'éclatement, la déchirure, la folie où le dérèglement social n'est pas loin. Francis Marshall en a fait très tôt un slogan. Nous sommes tous des rembourrés. Car il y a un peu de nous-mêmes dans ces poupées parodiques. Nous sommes tous quelque part des ligotés, des encastrés par toutes ces obligations et frustrations de tout genre, par tous ces dénis, ces interdits et non-dits. Les parodies bricolées de Francis nous vengent un peu de ses règles éducatives et sociales, de ses conventions du désir, de ses normes esthétiques. Au solide, au noble, au définitif, il oppose le mou, le pauvre, le périssable. Contre la publicité et les médias qui bernent les masses, Francis nous offre des petits bouts de vie où se tissent et se ficellent des ballots de paroles. Et s'il y a comme du malaise à vivre dans cet étrange univers, il y a également du corps à corps. On se touche, on s'enlace, on se palpe, on se tripote. Francis Marshall le rappelle et s'en amuse souvent. Il y a plusieurs lectures possibles. S'il y a là du cynisme, de la révolte contenue, tout cela est tout usé, éprouvé, gratté, grignoté par les bestioles, l'humidité et la poussière, délavé par l'inexorable morsure du temps qui passe. C'est comme l'humus des campagnes, entre décomposition et fertilité. Pour les plus inquiets, rassurez-vous, à moins que l'absurde vous empêche de dormir, tout cela n'est rien que la grosse farce d'un troublion de l'art. Une farce qui rend hommage à un étrange animal, l'humain. Je me souviens des gravillons, des écorchures, des odeurs de peau d'orange, de vestiaires sales. Je me souviens des cailloux au crépuscule, de tes fesses à l'aurore, de ton urine à l'aube. Je me souviens des oignons, des choux-fleurs et des cuillères en aluminium, de la lumière du salon, de l'eau croupie, des mouches écrasées. Arrivé à Trouville-la-Haule, tu fabriques pendant 4 ans tes objets. Tu assembles des bois échoués, des pierres, des rognons de silex. Puis très vite, tu réalises de plus en plus de rembourrages. Tu inventes l'histoire de Morissette. Tout cela, ça représente plusieurs centaines de créations, mais après, qu'est-ce qui se passe? Je sais très bien que dans l'art brut, il y en a énormément qui ne montrent pas le travail, ils ne voulaient pas montrer le travail, c'était pas fait pour ça. C'était fait pour rester comme ça dans un placard. Moi, je voulais quand même que quelqu'un voie ça. Donc, un jour, on est parti à Paris, de Trouville-la-Haule, avec la voiture 4L. On a mis 2-3 bourrages sur le toit et c'est parti. Bon, on a fait les galeries. Je savais qu'à l'époque, les galeries, elles étaient toutes à Saint-Germain-des-Prés. C'était là. On est en 71. C'est là que ça se passe. Juste avant que l'atelier Jacob se fasse. En même temps. En même temps. Donc on est passé d'abord dans une première galerie qui s'appelle Alain Ayache, Art du Monde. Le type me dit, ouais, voyons voir, vous pouvez me les laisser là, ce que vous faites, une semaine. Bah, je dis oui, on peut les laisser après tout, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis donc 4 jours après, je recevais une lettre de Bourbonnais qui me disait, votre travail m'intéresse, venez me voir. Et lui, il collectionnait essentiellement de l'art brut. Donc, malgré moi, je suis tombé dans le bouillon de l'art brut, parce que l'atelier Jacob avait commencé la première expo avec Aloïse. Et donc, il y avait beaucoup de cas d'art brut, parce que Dubuffet voulait foutre le camp en Suisse, et là, il lui avait dit à Bourbonnais, le terrain est libre, faites quelque chose à Paris. Il m'a tout de suite pris sous son aile, quoi. Et puis il a commencé à m'acheter des trucs, mais pas très cher,
Mais il achetait, très régulièrement. Très régulièrement. Morissette, c'est lui. Donc non seulement il achetait, il les protégeait. C'était génial. Donc il venait de temps en temps au week-end à Trouville-la-Haule. Il avait sa Mercedes avec une espèce de truc sur le toit. Et il embarquait 2, 3 choses. Tiens, ça je le prends, ça je le prends, ça je le prends. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était formidable. Il y a eu l'expo 72-73 de groupe, après 74, 75 avec Morissette. Tout le début de ce que j'ai fabriqué avec les Morissette, Bourbonnais n'aurait pas été là, ça filait à la décharge, comme beaucoup de choses que j'ai fabriquées. Disons que les gens qui s'intéressent vraiment à ce type de production, c'est extrêmement peu, c'est 4-5 personnes. Voilà, donc si on en rencontre une dans sa vie, c'est déjà tout à fait, on est content. Morissette a 13 ans. Morissette a trouvé un emploi, juin 1975. La mort de Morissette. Par les petites gens, le contremaître et son patron, les gendarmes, l'union des retraités, les mères de famille, l'union des commerçants du quartier, les instituteurs, les fonctionnaires. Le Mohar, finalement, s'il vient de la tête de cheval du Parthénon, l'art grec, on apprend ça en Europe, on se demande pourquoi. Ça pourrait venir d'autre chose, même l'art appris. Alors là, c'est l'art inventé. On invente. Pour moi, le mot création veut dire invention. Mis à part l'art brut qui est en pleine naissance grâce à Jean Dubuffet et Alain Bourbonnais, c'est quoi ton souvenir principal du contexte culturel à cette époque ? Il y avait à l'époque 2 clans. Le clan plutôt du côté Expo Grand Palais et l'autre camp c'était la Documenta de Cassel qui était considéré comme vraiment le top du top, quoi. Pourquoi c'était si intéressant ? C'est parce qu'en fait il y avait à la fois des hyper-réalistes américains qu'on n'avait jamais vus, 72, jamais vu, et de l'art brut. Adolphe Wolfli était présent parce que celui qui a fait... C'est une question d'homme, ça, tout ça. C'est Harald Zeeman. C'est Harald Zeeman le père de tout ça. L'idée de rapprocher des choses comme ça. Je voulais vraiment faire, d'abord avec cette idée vague, de faire un centre où vraiment on crée tout simplement les choses et on ne perd pas trop de temps avec des réflexions esthétiques, lequel des 3 tableaux que vous trouvez déjà mauvais en les regardant est le meilleur. Afin que tout ce côté jugement soit écarté pour faire place à l'action. Il y avait Boys déjà peut-être dans les parages. Il y avait Boys, il y avait déjà de l'art corporel, des gens qui se crevaient les yeux et on filmait tout ça. Quand tu reviens à Paris, tu as eu vent de ce qui s'était passé au Grand Palais avec l'expo voulue par Pompidou et surtout la réaction qu'elle va susciter chez beaucoup d'artistes. Genre mais l'État veut prendre la main mise sur la culture, c'est ça. C'est quoi ce bordel ? Il y a d'autres artistes qui ne sont pas invités. Dubuffet avait refusé, il était invité à exposer, il avait refusé. Oui, ça c'est exact. C'est bien là. Hier, le Fonds des artistes plasticiens venait expliquer par la voix, entre autres, du critique d'art Jérôme Peignot, qu'il considérait cette exposition comme une gigantesque entreprise publicitaire de prestige, mise sur pied dans le but de dissimuler les conditions réelles qui sont faites aux artistes. Il est donc visible et clair que cette exposition cherche, par le prestige, à masquer la réalité des faits. La réalité des faits, c'est la vie qui est faite aux artistes. Et les gens qui sont assis ici tiennent à manifester qu'ils se désolidarisent avec l'entreprise faite ici. Depuis l'origine de l'art, bien des puissants se sont emparés du pouvoir des images.
de la puissance de l'icône qui fédère comme par magie un groupe, une nation, et donc organise les imaginaires, les peurs, les idéaux. Ces pouvoirs religieux ou laïques, totalitaires ou démocratiques, l'ont fait, le font toujours, avec intelligence et savoir-faire. Les politiques culturelles ou les économies du spectacle savent très bien fabriquer ou rattraper le consentement des masses. Mais pas toujours à perpétuité, car l'esprit critique et l'esprit de liberté est indissociable de l'art, donc des artistes. Comme cette histoire de fou évoquée ici avec Francis Marchal. L'exposition 60-72 à Paris, au Grand Palais, où plusieurs centaines d'artistes s'opposent à la grande exposition officielle voulue par le gouvernement Pompidou. Et ce serait une autre histoire de fou que de raconter l'avènement en France de la liberté d'expression en juillet 1830, ou la naissance en 1884 du fameux salon des artistes indépendants. Ou encore cet incroyable volet culturel prévu en 1944 dans celui intitulé « Les Jours heureux », le programme politique et consensus porté par Jean Moulin, alors à la tête du CNR, le Comité national de la résistance. Mais l'idéalisme et le souci du bien commun dérangent. Et bien des avidités, des soifs de croissance folle, souhaitent conserver la maîtrise du jeu, faire toujours plus d'argent avec l'argent. Alors, dans un monde toujours plus complexe, il y a de sombres histoires de fous. Et pourtant, elles n'en ont pas l'air, comme celle du Congrès international pour la liberté de la culture, dont les répercussions sont sans doute sous-évaluées de nos jours. Coulisses culturelles de la guerre froide, ingérence politique des USA, qui s'emploient durant plus de 17 ans, avec ingénuité et plusieurs millions de dollars, à mettre dans les têtes des artistes et des intellectuels les attraits du libéralisme. Et de ce fait, éloigne des générations d'humanistes qui se préoccupaient de l'émancipation du genre humain. Et puis, il y aurait aussi une bien sombre histoire de fou, celle du marché de l'art aujourd'hui. Vaste fourre-tout mondialisé et surtout opaque, financiarisé à outrance, sans limite ni aucun contrôle, capable même d'avaler tôt ou tard les œuvres les plus contestataires, sauf peut-être les plus invendables, comme celles qui parsèment par exemple parfois l'histoire de l'art brut, de l'art orlénien. Comment est-ce que tu rentres en tant qu'enseignant à l'école d'art? Est-ce que c'est au Havre en premier? Oui, ça c'est une bonne question aussi. En fait, quand il y a eu la galerie, l'atelier Jacob, il y avait des gens qui passaient. Et donc, il en est passé un qui s'appelait Alexandre Bonnier. Et Alexandre Bonnier, il était inspecteur pour tous les départements arts de France. C'était lui le chef. Il passe, il regarde les Morissette, il dit « Ça m'intéresse bien quand même ce que vous faites là. Ça vous tente pas un jour de venir dans les écoles pour parler de votre travail ?» Et donc, Alexandre Bonnier était président du jury du Havre. Il m'a reconnu et il a dit aux autres, bon, faut le prendre lui. Il avait même pensé que ça servirait, je revois un peu son expression, ça servirait d'antidote au mouvement support-surface. Ça servirait d'antidote au mouvement support-surface. Antidote au mouvement support-surface. Ça servirait d'antidote au mouvement support-surface. C'est quoi l'ambiance des débuts à l'école d'art? Tu te sens bien accueilli? Déjà dans l'école, ça chauffait un petit peu. Ouais. Ça chauffait un peu parce qu'il y avait les vieux de la vieille.
Les jeunes qui ne comprenaient pas toujours, de toute façon ils ignoraient complètement ce que c'était que l'art brut. D'accord. Là, c'était vraiment le terrain vierge. C'était bien d'ailleurs. Ces échauffourées, des fois, entre les enseignants de l'école d'art sur l'art brut, l'art conceptuel, etc., ça a duré jusqu'à la fin ou ça s'est assoupi, ça s'est relâché Non, ça a toujours duré. Ouais. Ça a toujours duré. Il y avait toujours cette quasi-incompréhension. C'était pas très très bien vu. Mais finalement, avec les étudiants, ça a commencé à bien fonctionner, donc ce qui est quand même le plus important. L'idée, c'était pas finalement de remplacer par quelque chose, ni d'opposer. C'était simplement que ça soit en plus. C'était un réservoir d'idées. Un réservoir d'idées, réservoir de matériaux aussi. C'est donc en parallèle de son parcours artistique en plein essor que Francis Marchal devient, de 1977 à 2014, enseignant à l'école d'art du Havre. Pour être précis, coordinateur des 3 dernières années du département art. Avec sa sensibilité sous le vent de l'art brut, Francis proposa sereinement un rapport pédagogique précieux et complémentaire, encourageant la curiosité aussi bien pour le marginal que pour l'ordinaire. Mais je le soupçonne malgré tout d'être secrètement fier du gravier dans la chaussure. Le gravier, c'est bien sûr cette présence de l'art brut dans une école d'art. Ce gravier servait bien d'antidote aux jeunes esprits qui auraient pu jurer que par l'art conceptuel. C'est dans ce souci d'ouverture au monde que Francis proposa chaque année aux étudiants d'aller voir ailleurs, en participant à des ateliers de création hors les murs qu'il va intituler « Territoire singulier ». Plus d'une quarantaine durant ses 37 années d'enseignement. Il s'agit d'explorer un lieu avec tout ce qui le constitue jusqu'à sa mémoire. Lieu atypique ou banal, nourrissant la créativité de jeunes cerveaux. Comme une célébration du lieu, chaque territoire singulier se terminait par une exposition des travaux d'étudiants sur le lieu même de production. Ces invitations au voyage nous confrontaient également à l'effort de marche, parfois aux conditions météo difficiles, nous obligeant à nous surprendre, à sortir de notre espace de confort. Nous allions à la rencontre des gens, bouquinistes, architectes, ouvriers, visiteurs, prêtres, passants, chefs d'entreprise, agriculteurs, bien entendu à la rencontre des lieux, endroits isolés, friches, hangars, arbres, champs, routes, ruines, quais, villages, forêts, terminus, villas, souterrains, abbayes, hôtels, rues, boulevards, wagons, monuments, casernes et lieux-dits. Comme cette croisée des chemins sur le plateau de Montivilliers que l'on appelle la Pierre Grise, un lieu préhistorique et de légende qui garde bien des mystères. Tu nous avais présenté quelqu'un à l'école d'art qui construisait de façon collaborative des engrenages géants en carton, principalement en carton. Grâce à cela, tu nous montrais qu'il y avait d'autres chemins que celui des galeries ou des musées. Moi, ça m'avait beaucoup marqué et fait réfléchir par la suite. 10 ans plus tard, j'avais associé la pratique amateur au sein de pas mal de mes expos. Est-ce que tu te rappelles qui était ce constructeur d'engrenages ? Je crois que c'est Bernard Lagneau. Bernard Lagneau. Oui. Et ça, à nouveau, c'est encore un truc, Bernard Lagneau, qui a été montré aux arts décoratifs. Encore un exemple. C'était sous François Matet aussi, pareil. Oh là là. Il avait une sacrée ouverture d'esprit, quoi. Et je me rappelle donc qu'il travaillait en collaboration avec un public d'un centre culturel, mettons, des enfants, des adultes. Un trognon qui démarre un engrenage. Oui, il y avait des courroies. Et après, tout se construit au fur et à mesure de l'expo. C'est extraordinaire, ça, parce que... Très bon travail. Pour moi, c'était vraiment moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit, oui, il n'y a pas que les expos encadrés joliment dans une galerie. On peut aussi créer du lien social, emmener les gens dans une histoire, une aventure. Quoi. Tout à fait, très riche. Ça fait partie d'une des vocations de l'art. D'une des vocations de l'art. C'est presque au même moment, quand Francis Marchal enseigne à l'école d'art du Havre, qu'Alain et Caroline Bourbonnais transforment progressivement l'aventure de l'atelier Jacob en une sorte de maison-musée dans l'Yonne, dédiée à l'art hors les normes.
Les Bourbonnais ont l'âme de collectionneurs, pas de marchands d'art. Leur passion se métamorphose à 2 heures de Paris, dans le petit village de Dissy. Elle prend le nom de Fabuloserie et un musée chaleureux ouvre ses portes au public en 1983. Véritable maison-musée se prolongeant en un vaste parc habité de créations impressionnantes, avec entre autres le célèbre et poignant manège de Pierre Avezzard, dit Petit Pierre. Jean Dubuffet encourage et soutient le projet d'Alain Bourbonnais et dans l'une de leurs correspondances fraternelles, Dubuffet rebaptise la fabuloserie, et les mots sont forts, un anti-Beaubourg décentralisé. Une puissante citadelle de la création libérée du conditionnement culturel. Dès le début de cette aventure, c'est toute la famille Bourbonnais qui est à l'œuvre. Caroline et Alain, leurs filles, Sophie et Agnès. Non sans difficulté et une montagne d'abnégation, le succès est toujours au rendez-vous. Grâce à la variété de plus d'1 millier d'œuvres, à ses multiples facettes et à cet art qui s'adresse à l'universel. Dès 1983, une salle entière est consacrée aux objets de Francis Marchal. L'exiguïté, la patine des murs, le faible éclairage, tout est scénographié de concert avec Alain Bourbonnais. Et chaque année, les visiteurs n'y sont pas indifférents. Soit emballés, soit réfractaires. Dans les 2 cas, Francis aime cela. Ces mêmes années, il déménage son atelier, passant de la Seine-Maritime au Val d'Oise. Les objets intransportables de Trouville-la-Haule sont alors abandonnés sur place. Quant aux autres, il découvre ce nouvel atelier de la Frette-sur-Seine, toujours à ciel ouvert. Francis lui donne le nom de l'atelier du Mulet, s'appropriant ainsi le goudron défraîchi de l'ancien terrain de tennis familial. Une petite friche qui n'est pas pour lui déplaire. Elle lui rappelle le court de tennis abandonné du célèbre film noir de Billy Wilder, Sunset Boulevard. Entre ces années 70 et 80, Francis Marchal rejoint Alain Bourbonnais dans l'aventure de plusieurs expositions qui feront date. Elles contribuent à donner une dimension internationale à l'art brut, à l'art hors les normes. Parmi elles, 2 expos événements. En 1978, au musée d'art moderne de la ville de Paris, l'exposition « Les singuliers de l'art, des inspirés aux habitants paysagistes ». L'année suivante, Outsider, à l'Hayward Gallery de Londres. C'est durant les années 80 aux années 2000 que l'univers de Francis s'enrichit, explore d'autres pistes. À coups de scie et de ficelles de chanvre, avec ténacité, Francis poursuit son travail, soutenu par ses nombreuses expositions. Mais aussi par de précieuses rencontres, celle de son ami de toujours, Didier Mouchel, qui l'encourage dès ses débuts à Trouville-la-Haule. La rencontre d'Alain Bourbonnais, à la fois architecte, créateur lui-même et grand collectionneur. La rencontre du critique d'art Michel Ragon, passionné par son travail. Et celle de la galerie strasbourgeoise de Jean-Pierre Ritzfisch. Et il m'a dit, écoutez, cette rencontre maintenant, c'est comme la rencontre que j'avais faite il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus, il me l'a mis dans un petit texte, avec monsieur et madame Bourbonnais. C'était le moment. Avant, peut-être, ni vous ni moi n'étions prêts. Et maintenant, c'est une grosse relation et j'essaie de faire ce que je peux faire pour lui. Mais en tout cas, le faire très bien. Des expositions en France et à l'étranger, il y en a eu pas mal. Et l'aventure continue. Tout cela est brillamment relaté dans une belle monographie éditée en 2015 par le musée La Fabuloserie, sous la direction de Déborah Couette et de Sophie Bourbonnais. À ce jour, 28 expositions personnelles, 52 expositions collectives.
Francis Marshall participe à l'Outsider Art Fair de New York depuis 2001. Ses créations ont fait l'objet de l'édition d'une quarantaine de livres et de textes, de 9 films, de 36 ouvrages généraux ou catalogues d'expos. Parmi les présentations les plus prestigieuses, on peut retenir l'American Visionary Art Museum de Baltimore en 2001, la FIAC de Paris en 2003 et 2004, une exposition à la Mayor Gallery de Londres en 2005, au Musée d'art différencié de Liège en 2019. Il pense vraiment à autre chose. En fait, j'ai fait une série de diablesses en imaginant que les diablesses, c'était à cause des diablesses que l'abbaye était en ruine. Donc il y avait tout un alignement comme ça. Ça, c'est une rescapée. Il y en avait 2 ou 3 mis les unes sur les autres. Voilà, ça faisait comme ça. C'était même un peu plus haut que ça. Juste en face de l'abbaye en ruine. Et c'était tout à fait intéressant. D'ailleurs, tellement intéressant que les gens... pas tout le monde, mais ils voulaient quand même brûler celui qui avait fait ça. Donc ça prouve que ça parlait certainement beaucoup. C'est donc en 1985 qu'à l'atelier du Mulet, le cuir toujours tanné par les intempéries, les rembourrés vont voir de nouveaux compagnons se construire à coups de scie égoïne, de clous, de charnières et de marqueurs noirs. Francis Marshall va aussi amorcer plusieurs séries de peintures sur bois. Et toute cette poésie de la provocation va cohabiter jusqu'à se rencontrer, s'enchevêtrer. Dès 1990, Francis réalise plus de 150 peintures avec de très larges cadres où l'on retrouve associés titres et textes. Là aussi, la tranquillité n'est pas invitée. Ce sera plutôt une peinture obsessionnelle. Presque à l'inverse de son ambiance jusqu'alors déglinguée, soignée et précise, cet univers parallèle a des accents plus bourgeois, mais surtout quelque chose de surréaliste, de l'ordre du rêve ou du cauchemar. Et Francis va jouer avec les images jusqu'à leur fabriquer des placards, parfois appelés pavillons chinois. À la façon des meubles des cabinets de curiosité du XVIIe siècle, le regardeur est invité à ouvrir successivement plusieurs portes ou portillons. On dévoile des secrets, on inspecte des énigmes, peut-être les siennes, autant que celles des autres. Tout débute au hasard d'une poubelle, une illustration froissée d'un magazine Modes et Travaux. Une jeune fille rêveuse, en chemisier blanc et jupe écossaise. Nous sommes plongés dans d'étranges fictions aux allures de romans photos. Nous sommes peut-être dans les années 50, mais rien n'est moins sûr. Des ciels d'orage, d'aube ou de crépuscule, des cimetières ou des chambres aux atmosphères tendues, plombantes, sont autant de décors de théâtre. Dans une sorte de silence, il s'y joue à la fois l'innocence, le plaisir des sens, les tourments de la chair, la menace d'une catastrophe. Les corps prennent la pose, strictement habillés ou dénudés. Ensanglantés mais reposés, ou bien en cours de soins, à moins que ce soit pire. Et que penser de ce visage livide aux yeux cernés, qui apparaît toujours avec cette allure inquisitoire? Dans ces ambiances suspectes, fourmillent plus de questions que de réponses. Comme dans l'atmosphère du mystérieux collège du Rosaire, ou son centre de soins. Les perversions sont tapies, en pleine expression, ou viennent d'exulter. Toutes séries confondues, ces silhouettes,
personnages, objets, paysages reviennent comme pour nous hanter. Des motifs copiés-collés qui virent à l'étrange, à l'hypnotique. Mais à y regarder de plus près, une fois de plus, la mauvaise farce n'est peut-être pas loin. Tout semble éthéré, sans véritable substance. On retrouve souvent une curieuse transparence des plans et des personnages. Et même l'échafaudage du dessin. Les tracés du crayon visibles sous les minces couches de peinture. Le tour de force est peut-être là. Francis Marshall utilise le pouvoir de l'image, sollicite nos pulsions d'attraction et de répulsion, tout en les désamorçant de l'intérieur. Nous serions sur la piste d'histoires de fantômes ou de mauvais rêves. Mais le doute demeure. Là aussi, ce qui est proposé est peut-être un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. Encore 3 quarts pour 10. Comme ça, t'auras droit à ta grand-messe. Puis on sera quitte. T'as eu une montre dans la tête. Qu'elle te fait encore marcher à la baguette comme les autres jours? Va chier. Elle est une jambe de bois, et pour que ça ne se voit pas, elle avait mis par en dessous une rondelle de caoutchouc. Et tchou, et tchou, et tchou, 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 oh! Depuis le début, nous sommes aux confins de l'humour, de l'étrange et de la causticité. Pas étonnant que le metteur en scène de théâtre François Lazaro invite Francis Marshall sur ses projets de spectacle. Partageant le désir de la petite histoire, celui de donner la parole à ceux qui ne l'ont que si peu. Tu sais pas si c'est sa tête qui parle ou bien si c'est son derrière. En 1994, il travaille de concert avec François Lemayeux pour la pièce de théâtre Entre chien et loup. Comme le revendique François Lazaro, un théâtre du corps et du personnage hors de soi. Francis Marshall va fabriquer, adapter, des rembourrés à manipuler et chahuter jusqu'à l'extrême. En 2013, une importante collaboration va ainsi naître avec la compagnie Plastique Théâtre. 7 spectacles vont utiliser la variété des objets de l'atelier du Mulet. Maintenant, sur la route vers Sotteville-lès-Rouen, je vais enfin découvrir ce nouveau musée Art et Déchirure, accueilli au sein de l'hôpital du Rouvray. Francis Marshall devrait m'y rejoindre. C'est Joël Delaunay que je vais rencontrer, l'un de ses fondateurs avec José Sagit. Il y a plus de 30 ans, José et Joël sont infirmiers au centre hospitalier du Rouvray, et alors que l'on ne parle pas encore d'art-thérapie, en quelques années, ils se démènent pour encourager et mettre en valeur les créations asilaires de l'hôpital. Une association et un festival sont nés, Art et Déchirure. Les arts visuels sont à l'honneur, les arts vivants également. Au fil des festivals, les œuvres des artistes vont constituer un fonds de plus en plus important. 400 créations, puis 600, davantage aujourd'hui. C'est ce fonds d'œuvres très varié qui est à l'origine du musée, accueilli dans l'enceinte du centre hospitalier du Rouvray. Joël, nous sommes où ici? Alors, nous sommes dans l'hôpital psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen, qui est un hôpital ancien, un des plus grands hôpitaux de France, qui a vu des gens comme Lucien Bonafé, des aliénistes, qui ont fait un boulot considérable pour faciliter la vie des gens internés. Comment est-ce que tu rencontres l'art brut? Je pourrais faire un récit, un télo et tout, c'est pas du tout comme ça. Moi, je me suis intéressé assez tôt aux patients qui avaient parfois envie de peindre, etc., qui étaient dans des crises de débit et tout. Puis, dans les premières années de mon travail à l'hôpital, j'ai ouvert un atelier, mais c'était pas vraiment un atelier, je proposais un petit moment ensemble pour que justement quelques-uns puissent s'exprimer.
Et j'avais trouvé ça assez fantastique. Et à la fois fantastique, mais en même temps, le fait qu'il manquait absolument cet espace de liberté pour les gens hospitalisés à l'époque. Mais on est en 69, 68, fin 68, début 69. Et maintenant, c'est commun, l'art-thérapie, des choses comme ça. Il y avait déjà des œuvres de Francis quand le musée Art et Chirure a ouvert ici. Je crois que quand je suis venu te voir à la Frette-sur-Seine, le même jour, il y a eu un important déménagement que l'on voit autour de nous aujourd'hui. C'est les nouveaux arrivants. Pourquoi c'est un grand emménagement ici? Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, la première, c'est qu'on s'entend bien avec Joël Delaunay, et je reprendrai la phrase d'Alain Bourbonnais qui me disait « Toi, tes trucs, ça finira ou dans un musée ou bouffé par les rats ». Bon, il y en a qui ont été bouffés par les rats et les souris, ça j'en suis absolument sûr. Et puis après, le temps a passé, et j'ai plus d'atelier, il faut que je vire de là. Donc il y avait cette occasion qui se présentait. Joël très gentiment m'a dit « Moi j'ai envie d'avoir les choses ». Donc on a fait un camion, on a transporté tout ça ici. Il va y avoir un deuxième transport dans quelques jours. Et pour le moment, les objets sont bien à l'abri, donc je vais en sécréter. À la fin de notre petite discussion, j'ai tenu à évoquer un ouvrage fondateur qu'ils connaissent très bien en le leur mettant dans les mains. Joël raconte qu'il le découvre en 1990 lors d'une conférence sur l'art asilaire. Quant à Francis, qui a découvert l'art brut chez son ami chanteur Jean-Claude Bellecour, il le chine dans une librairie parisienne. Expression de la folie est un ouvrage du psychiatre suisse Hans Prinzhorn, publié pour la première fois en 1922. Vers 1919, le psychiatre prospecte à travers toute l'Europe et en quelques années constitue une collection de plus de 5000 œuvres. Il invite à repenser ce qu'est la maladie mentale et ce qu'est l'art. Ces œuvres sont des expressions indemnes de traditions culturelles, qui résultent en une forme de création bien plus intensive que celle créée d'après les préceptes bourgeois conscients et compliqués des connaisseurs. Ni l'opposition maladie-santé, ni l'opposition art n'ont véritablement de sens, si ce n'est dans une dialectique. Toutes imposent des questions dogmatiques, trop réductrices à notre avis. Les artistes des avant-gardes du moment recherchent de nouvelles influences. On pense en premier aux arts dits primitifs. Mais l'ouvrage du psychiatre suisse va être remarqué et très vite circulé dans les milieux de l'art moderne. Les surréalistes, notamment, y seront extrêmement sensibles. Pour ne citer que les plus connus, Pablo Picasso, Paul Klee, Max Ernst vont être émerveillés, inspirés par tous ces trésors d'inventivité. Certains artistes salueront comme leur père ces créateurs autodidactes qui œuvraient en toute ignorance derrière les murs des asiles. L'expression de la folie sera bien entendu là aussi une découverte déterminante et pleinement assumée dans les destins de Jean Dubuffet et d'Alain Bourbonnais. En guise de conclusion, si les normes de l'art, ses cadres et ses institutions imposent le discours officiel, le sérieux de la chose, depuis un lointain passé, les pionniers de l'art brut dépassent et transcendent tout cela. Ces affranchis sont comme le costume de l'arlequin, pluriel, libre, insaisissable. Sans blabla, de façon sensible, ils vont à leur insu jusqu'à remettre en question la définition de l'art. Et leur peur, leur humour, leur colère, leur enchantement, leur soif de faire, au-delà du fric, au-delà de la notoriété, est plus qu'honorable. Et tous ceux qui, comme Francis Marchal, font le choix d'être dans leur sillon, sous le vent de l'art brut, de l'art hors les normes, de tracer en toute sincérité leur chemin de traverse, rendent hommage à ces pères pour qui l'art est une terre inconnue où le voyage n'a pas de prix. Où que vous soyez, où que vous alliez, je vous invite à prendre un jour
le train 31 425 qui s'arrête à Sotteville-les-Rois. C'est l'histoire du monsieur qui, malgré les chiens affamés, les murs en parpaing, les clôtures en tubes et les femmes battues, trouvait que la campagne était bien belle en automne. C'est l'histoire des histoires que l'on raconte chez le boucher. L'histoire d'une route qui était longue jusqu'à Melun. Et puis, cette pluie tenace qui tombait depuis ce matin, ça n'arrangeait rien. Le seul bistrot ouvert était à plus de 6 km. L'histoire des repas qui n'en finissaient pas. L'histoire des enfants révoltés. L'histoire des adorations perpétuelles et des perpétuels malentendus. Une histoire de charbon, de mazout, aussi de poêle bien sûr, de ceux qui fument et ne chauffent pas à plus de 3 mètres. L'histoire de Jean qui a enfin trouvé un emploi. L'histoire des affaires de Naïma retrouvées dans la poubelle. L'histoire incroyable des dessous de Sainte-Bertille, volés un soir d'orage dans la cathédrale de Bayeux. On dit que c'est un monsieur de 73 ans qui a fait le coup, que rien que de renifler les reliques de la sainte, il a rajeuni de 32 ans. Toutes ces petites histoires remplissent et bourrent les objets de Francis. Remplissent et bourrent les objets de Francis pour attirer la foudre. On dit surtout que tout ça, ce n'est rien que des histoires de fous. Et que les asiles, c'est pas pour les chiens. Ah oui, il me restait à savoir une dernière chose. La destination et l'origine des lettres de réclamation. Francis en écrit parfois, et c'est au téléphone qu'il m'en donne l'explication. Tu sais, j'avais reçu une lettre, moi, Oui, du maire de Trouville-la-Haule. Et en fait, il me demande expressément, on lui a signalé que mes chiens divaguaient sur les routes. Mobilette qui serait rentré dans mon chien, tu vois. Et je me souviens encore des gendarmes qui avaient enquêté. Ils avaient une touffe de poils qu'ils avaient retrouvée plus ou moins sur la... Du coup, je me suis dit, tiens, la lettre que le maire m'adresse, moi je vais inventer des lettres. Et c'est parti pour un tour, quoi. Lettre de réclamation. 24 de ces lettres ont été éditées en juin 2000 par le Centre d'art de plaisanterie de Montbéliard. Francis aime bien les lire en public, lors d'expositions ou bien à d'autres occasions. Lors de ma visite à l'atelier du Mulet, un jour de vent d'automne et de trafic aérien, il a bien voulu me lire l'une de ses préférées, la lettre numéro 16. Monsieur le directeur, depuis toujours dans la famille, on aime bien faire des petits spectacles après les repas. Alors avec ma fille, après le dîner, on descend dans le garage pour être tranquille. Je possède une vieille Juva 4 qui ne sert plus, et c'est sur le toit qu'on fait le spectacle. Je mets un disque que j'aime bien, Chariot de Petula Clark. Ma fille enfile une robe genre fée avec des paillettes et des volants. Elle monte sur le toit de la bagnole et tourne en fermant les yeux. Avec l'habitude, elle ne tombe plus, c'est comme miraculeux. Moi, pendant ce temps-là, je remplis la chaudière à grands coups de charbon. Quand le métal se met à rougir, je balance des grands coups de seau de flotte pour que ça fasse de la vapeur. On fait ça surtout l'hiver, bien sûr. Alors j'en arrive à ma demande. Serait-il envisageable de faire notre petit spectacle dans votre théâtre, juste avant un grand spectacle par exemple? C'est un peu un rêve, bien sûr, mais c'est ma fille Laetitia qui m'a poussé à vous écrire. La petite aimerait bien qu'il y ait des gens qui regardent, et puis ça changerait un peu du garage. Peut-être que ma demande n'est pas très raisonnable, mais voyez-vous, j'ai pris dimanche 63 ans, et la roue tourne comme on dit, et le coup du spectacle, ça me plaît. Je vous remercie par avance de penser à ce projet. Je précise que tous les frais seraient à ma charge. Pour la vapeur, il paraît qu'on peut en obtenir sans faire le coup de la chaudière. Je demande à voir, merci pour tout. Tu vois le genre? Ouais, je vois le genre. Dans votre jeu, madame, je ne suis qu'un pion. Sur votre damier, je ne suis qu'un frisson. Aimer n'est pas jouer, vous avez raison. Mais ne soufflez pas trop vite ma chanson. Je suis prisonnier, je suis pris au piège, pris dans vos dessous, camarade à siège, échec à la reine, le fou veut gagner. Attention madame, à vous de jouer dans votre jeu madame. Je ne suis qu'un pion sur votre damier, je ne suis qu'un frisson. Aimer n'est pas jouer, vous avez raison, mais ne soufflez pas trop vite ma chanson. La tour est tombée, vous
Vous êtes plus tendre et tous vos dessous n'ont plus à défendre la reine qui est nue sur son échiquier. Attention madame, vous êtes en danger dans votre jeu madame. Je ne suis qu'un pion sur votre damier, je ne suis qu'un frisson, aimer n'est pas jouer. Vous avez raison, mais ne soufflez pas trop vite ma chanson. Souriez madame, vous êtes en échec, le fou a gagné, faites-lui la fête. Souriez madame, les jeux étant faits, pour aimer la reine quand on est valet. Dans votre jeu madame, je n'étais qu'un pion sur votre damier, je n'étais qu'un frisson, aimer n'est pas jouer. Vous aviez raison, mais ne soufflez pas trop vite ma chanson.